Professeur Delacoussé, bonjour. Bonjour Monsieur Samary. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. La première question que je voulais vous poser, bien évidemment on va rentrer un petit peu dans le détail des conséquences de cette épidémie en cours sur le Gard. Mais finalement ce qu'on avait envie de comprendre peut-être tout de suite, c'est est-ce qu'aujourd'hui le profil des malades qui sont hospitalisés au CHU de Nîmes est le même que celui qu'on avait au printemps dernier ? Oui et non. Oui, c'est le même profil sur le plan pathologique. Par contre, la grande différence par rapport à la première vague, comme on dit, c'est qu'avant, il fallait qu'on fasse le diagnostic. Maintenant, ils sont généralement testés, ils arrivent, ils sont Covid+, et ils décompensent. D'accord. Donc, en même temps, c'est un avantage parce que ça va plus vite. Ça va plus vite. Et ça, c'est un avantage certain. En termes d'âge peut-être, parce que là aussi on n'a pas trop d'indications sur le profil des hospitalisés. Est-ce qu'on est toujours sur des personnes qui ont plus de 60 ans ou 70 ans, ou on est plutôt sur des gens plus jeunes ? Monsieur Samary, merci de me poser la question parce que là je vais pouvoir rétablir quelques vérités. On dit que ce sont les sujets jeunes qui en ont plus actuellement et qui vont le transmettre aux sujets âgés qui sont les plus graves. Je suis désolé, nous avons en réanimation un malade de 27 ans. Nous avons des malades qui sont de plus en plus jeunes et certainement ils n'ont pas des pathologies, ils contactent le Covid et puis ça se passe bien pour la plupart, mais quand ils l'ont, elle est grave. Donc ceci me permet, là encore, de rappeler la nécessité du port du masque, la nécessité des mesures barrières, et puis faire des teufs privés, etc., machin, c'est là où les choses se passent, où ensuite on contacte le Covid, et puis on contamine tout le monde. Et ça fait des clusters, et ces clusters ne demandent qu'à augmenter. Donc c'est, là encore, un problème de comportement personnel, civique, que l'on a à avoir tous pour essayer d'éviter que l'épidémie continue, parce qu'on connaît les conséquences à la fois médicales et personnelles, mais également économiques. Bien sûr, on le dit, il y a de nombreux clusters dans toute la France, il y en a forcément aussi dans le département du Gard. Est-ce que vous rejoignez aussi l'idée que ces clusters se forment à la fois dans des lieux privés d'entreprise, mais aussi dans la sphère privée et familiale, dans des regroupements particuliers ? Et est-ce que là aussi peut-être ça peut être intéressant, parce qu'on entend de plus en plus depuis quelques jours le fait qu'il faudrait absolument que dans la sphère familiale, quand il y a des réunions, on soit maximum 5. Écoutez, le principe même du cluster, c'est petit cluster deviendra grand. Donc si on veut éviter ce genre de grand cluster, eh ben, c'est ce que je viens de dire, c'est ce qui est dit partout, c'est le respect des mesures barrières, d'être à plus d'1 mètre, d'être exceptionnellement là, mais quand on est dans un milieu clos à plusieurs, c'est de mettre un masque et faire le plus possible à ce moment les réunions en extérieur. En extérieur à partir du moment où ce sera moins grave. Mais comme je dis, petit cluster deviendra grand cluster. Bon, j'entends tout ce que vous nous exprimez. Je présume que vous êtes particulièrement inquiet par le maintien de la Feria des Vendanges ce week-end ? Alors c'est une bonne question et moi je vais vous répondre très clairement. C'est pas parce qu'on met 5000 personnes dans les arènes pour une corrida qu'on va avoir un problème, parce que justement là les mesures barrières seront respectées. C'est pas ça qui m'inquiète. C'est là encore le comportement des gens en dehors des arènes. C'est ça le problème. Donc là encore, si on veut qu'il y ait une feria, si on veut qu'on puisse continuer et que tout le monde puisse continuer, là encore, c'est au civisme, c'est à la responsabilité personnelle qu'il faut s'adresser, pas à moi. On évoque également un protocole médical qui permet aujourd'hui de mieux prendre en charge les personnes en réanimation. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, il n'y a pas de baguette magique en médecine, et certainement pas sur le Covid. Déjà, c'est le premier point. Oui, effectivement, et ça, déjà, lors de la première vague, à la fin de la première vague, c'est un papier qui a été publié dans le British Medical Journal, mais qu'on avait déjà débuté au SMIT, au service de maladies infectieuses. Le professeur Soto avait l'impression que la corticothérapie avait une amélioration et paraissait diminuer le recours à la réanimation pour certains malades. Donc effectivement, il y a plusieurs bases. Il y a la corticothérapie, il y a également les anticoagulants, parce qu'on sait que c'est une maladie qui est thrombogène. Donc tout ça, ce sont des traitements, je dirais, de base. Mais attention, la corticothérapie, il faut qu'elle soit précoce, mais quand le malade a besoin d'oxygène. Donc attention, ça ne se fait pas en ville.
Et il ne faut pas oublier que les corticoïdes favorisent les infections. Donc il faut faire très très attention et c'est vraiment une indication de spécialité à l'hôpital. Et il est clair que la corticothérapie chez les malades qu'on est obligé de mettre sous oxygène a diminué de 20% la mortalité. Et chez les malades qui sont en réanimation ventilée, dans l'étude du BMJ, 35%. Donc c'est un progrès. Mais attendez, 35%, c'est pas 100%, et 20%, c'est pas 100%. Ça veut donc dire, en clair, qu'on continue à mourir aujourd'hui du coronavirus. Absolument. Même Absolument. si, effectivement, c'est ce qui revient beaucoup chez nos lecteurs qui commentent les articles que l'on peut faire pour donner, bien évidemment, des informations actualisées autour du Covid, où on nous reproche, peut-être à juste titre, qu'aujourd'hui, finalement, il y a assez peu de gens hospitalisés, encore moins de gens en réanimation, et cet été, il y a eu 2 ou 3 personnes qui sont mortes du Covid dans le Gard. Alors, Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces lecteurs qui ont l'impression qu'on en fait trop ? bah écoutez, il vaut mieux en faire trop que pas assez. Ça, c'est déjà la première réponse. La deuxième chose, c'est que moi, je veux bien qu'il y ait peu de malades en réa, mais enfin, hier, 4, plus 4, qu'on a assumé. Parce que l'augmentation est progressive, mais elle est constante pour l'instant. Ça augmente. Et si on ne fait pas ce que j'ai dit, les mesures barrières, le masque, etc., et les teufs, tout ça, j'en passe et des meilleurs, eh bien, ça continuera à augmenter. Encore plus quand il va faire froid. Et encore plus... Ça continuera à augmenter. Ça c'est clair. Donc là encore, soyons responsables, tous. C'est une responsabilité individuelle et collective. Pour une fois où on peut le faire, et le démontrer tous qu'on est responsable, allons-y. Un tout dernier mot qui concerne là aussi des interrogations qui se portent là plutôt en ville, avec n'importe qui aujourd'hui qui a le nez qui coule, qui a un petit peu mal à la gorge et... dès qu'il appelle son médecin ou va chez son médecin, immédiatement, on fait faire un test. Est-ce que c'est logique ou pas aujourd'hui ? Parce que bien évidemment, il y a des rhinos, il y a d'autres maladies, j'ai envie de dire, qui coexistent avec le Covid. Quelle est votre approche par rapport à ça et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos lecteurs qui vont vous écouter ce matin ? Alors en premier lieu, et je tiens à leur rendre hommage, c'est la médecine, les médecins généralistes. Les médecins généralistes, dans la crise du Covid, font un travail remarquable. Et en lien avec nous, on travaille ensemble. Et c'est la réponse que je vous donne. C'est de contacter son médecin traitant, et le médecin traitant verra s'il est logique, s'il est licite, dans le contexte actuel de surcharge de tous ces prélèvements, s'il est licite de faire un prélèvement. Voilà la réponse que je peux donner. Même s'il n'y a pas de fièvre, parce que la plupart des gens n'ont pas de fièvre. Il y a des cas où, malheureusement, ou heureusement, d'ailleurs c'est bien pour ça qu'on fait beaucoup d'études, ce n'est pas forcément, on peut avoir le Covid sans fièvre, on peut avoir le Covid sans rien du tout, on peut avoir le Covid avec juste mal à la gorge et s'arrêter là. Et puis on peut avoir tout d'un coup une aggravation brutale, sans prévenir, avec ce qu'on appelle la détresse respiratoire qui nécessite la réanimation et une mise en place de la respiration artificielle. Merci professeur d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci à vous. Monsieur Nicolas Best, bonjour. Bonjour Monsieur Samary. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. La première question que j'avais envie de poser au directeur du CHU de Nîmes, elle concerne bien évidemment la situation précise au CHU de Nîmes en cette rentrée de septembre. Il faut savoir qu'il y a désormais une doctrine régionale avec des niveaux de sévérité liés à la circulation du virus. Donc nous sommes dans un niveau 2 au niveau régional qui comporte 4 niveaux. Et ce niveau 2 se décline au niveau du CHU de Nîmes en niveau 1 du plan blanc. Donc le plan blanc qui, dans l'imaginaire, suppose un afflux d'hospitalisation ne correspond pas au stade actuel. Au stade actuel, il s'agit d'un plan de vigilance et de première mobilisation sur un plan blanc interne qui comprend 3 niveaux. Donc nous sommes au niveau 1 de cette cellule de mobilisation interne qui prend des décisions hebdomadaires pour ajuster nos organisations au flux d'hospitalisation lié à la situation épidémique du département. Au mois de mars dernier, on était à quel niveau ? Il me semble qu'on était au niveau 3, c'est ça ? Alors on était au niveau 2, mais le niveau 2 est déjà
emporte quelques conséquences en termes de déprogrammation massive, ce qui n'est pas le cas du niveau 1. Et on était en fait au mois de mars dernier entre le niveau 2 et le niveau 3. Nous sommes actuellement au niveau 1, c'est-à-dire que nous organisons les services qui accueillent les patients atteints de Covid simultanément avec toutes les autres activités hospitalières, sans déprogrammation, ni pour les spécialités de médecine, ni pour la chirurgie. L'établissement, aujourd'hui, ni moi, se prépare comment face à ce que tout le monde appelle un peu cette deuxième vague ou ce deuxième moment autour du mois d'octobre, au risque d'y avoir effectivement une augmentation significative du nombre des hospitalisés? Alors, à ce jour, le CHU organise une préparation court terme et une préparation moyen terme. La préparation court terme, c'est étendre les capacités du service de maladies infectieuses qui hospitalise les pathologies Covid principalement dans un bâtiment qui est dédié à cette activité, le pavillon 3 sur le site de Carremo. C'est combien de lits ? Alors le service peut s'étendre d'étage en étage pour englober au final l'intégralité de la capacité de ce pavillon 3, c'est-à-dire une 60aine de lits. Actuellement, il n'en occupe que les 2 étages supérieurs, avec un 2e étage qui vient d'être ouvert pour cette capacité. Actuellement, nous avons donc une 15aine de patients hospitalisés dans ce service et une 10aine de patients en réanimation. Pour précisément les lits qu'on appelle soins critiques, c'est-à-dire réanimation, surveillance continue, pour les formes les plus graves de la maladie, lorsque les formes d'atteinte et de détresse respiratoire sont devant nous, les services de réanimation qui comportent 46 lits par voie ordinaire peuvent être poussés jusqu'à 80 lits, c'est-à-dire les unités de surveillance continue, d'ores et déjà équipées, mobilisées et qui vont ouvrir de manière complémentaire dès lundi prochain, pour 15 lits supplémentaires, et on peut pousser la jauge jusqu'à 80 lits par rapport à un mode de fonctionnement ordinaire de 46 lits. Est-ce que ça veut dire qu'on est mieux doté que lors de la première crise au printemps dernier, à l'heure actuelle, où on est dans des mêmes capacités ? On est dans les mêmes capacités, mais avec une capacité de réactivité plus forte, parce que nous avons évidemment appris de tout le fonctionnement de nos cellules de crise qui ont pu produire de nouvelles organisations qui ont été mises en œuvre pendant la première période. Par ailleurs, cette période est plus complexe parce que nous devons concilier l'activité de prise en charge des patients Covid avec toutes les autres activités que nous n'avons pas déprogrammées. Et donc les lits de réanimation à l'heure actuelle, les 46 lits de base, sont occupés à 100%, mais principalement, hormis les 10 patients atteints de Covid, par des autres pathologies que nous souhaitons continuer à prendre en charge pour éviter tout risque de perte de chance pour toutes les pathologies prises en charge en chirurgie, en obstétrique et en médecine dans l'établissement. Cette année 2020, bien évidemment, elle est très particulière. Elle est très particulière parce qu'elle a généré une crise économique dans de nombreuses entreprises. Et en fait, on le dit peut-être pas suffisamment, mais ça a engendré aussi une réorganisation et des conséquences dans les établissements hospitaliers. Vous avez présenté, je crois, à la fin du mois de juin dernier, un plan aussi d'adaptation d'un point de vue également immobilier vis-à-vis de l'accueil au sein de l'établissement hospitalier nîmois. On en est où aujourd'hui ? Comment vous avancez ? Est-ce que c'est pas à pas pour l'instant ou est-ce que vous êtes déjà effectivement dans des perspectives ? Alors, nous instruisons très rapidement et favorablement le projet de reconstruction d'un bâtiment dédié aux maladies infectieuses, aux soins de suite et à la gériatrie aiguë, sachant que la période actuelle a montré l'interdépendance entre ces spécialités qui seront réunies dans un même bâtiment, possiblement étendu à une zone HDV qui englobera tout ce bâtiment neuf. Et le permis de construire est soutenu par le préfet avec lequel nous avons une réunion de travail très constructive à ce sujet. C'est une vraie innovation en France ? C'est un vrai choix ? Vous êtes un peu précurseur dans cette volonté au sens technique, c'est une innovation architecturale de reprendre toutes les fonctionnalités pour avoir des zones évolutives et retravailler tous les flux pour bien dissocier les flux visiteurs, les flux patients, les flux haute densité et basse densité virale. Par ailleurs, nous avons également instruit pour les lits post-urgence qui peuvent être mobilisés pour ces périodes de crise, un projet sur les rails, lui aussi,
de surélévation d'un étage de tout le bâtiment Carimo Sud, qui sera dédié à des lits de soins critiques. Donc on voit bien là aussi le trait d'union avec la prise en charge de la pandémie, des lits de soins critiques et des lits post-urgence. Et enfin, nous avons piloté à un niveau national, en coordonnant tous les CHU et la centrale d'achat des CHU, UniAchat, un appel d'offres très original, celui-ci, de montage d'unités de réanimation modulaire, puisqu'on se souvient qu'un des points critiques des pics épidémiques, c'est le nombre de lits disponibles en réanimation pour ces pathologies. Et donc, cet appel d'offres est également sur les rails. Les fournisseurs retenus sont notifiés cette semaine. Et à partir de la fin du mois de septembre, tous les CHU français pourront acquérir ou faire acquérir en location ou en achat ces unités mobiles pouvant aller jusqu'à 30 lits de réanimation installés sur le site de chaque hôpital et prééquipés au niveau du traitement d'air et de l'ensemble des colonnes nécessaires. Donc avec un niveau de réactivité pour installer ces infrastructures de l'ordre de 2 à 3 mois, là où il faut 5 ans pour construire un bâtiment en dur. Merci beaucoup, Monsieur Best. Merci, Monsieur le Directeur, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci.